Madame, Monsieur, je suis heureuse de vous retrouver pour décrypter l'actualité internationale de la semaine. Le président français Emmanuel Macron poursuit son offensive diplomatique. Il s'est entretenu à Rabat avec le roi du Maroc autour d'un repas. Les deux hommes ont fait connaissance et ils ont évoqué les partenariats franco-marocains. Heures et malheurs de la République centrafricaine, c'est le groupe-là de notre édition Univers diplomatique. Voilà pour le menu. La suite, c'est tout de suite et juste après, un tour dans le monde. Le Parlement japonais a adopté une loi pour lutter contre le terrorisme pendant les Jeux olympiques de 2020. À peine votée, cette loi suscite une controverse au sein des associations de défense des droits de l'homme. Les dites associations estiment que la loi qui vise à lutter contre le terrorisme porte atteinte aux libertés individuelles garanties par la Constitution. Le monde qui bouge, c'est une mouture d'Alain Patrick Fouda. En France, le deuxième gouvernement d'Édouard Philippe est connu. L'ancienne membre du Conseil constitutionnel, Nicole Belloubet, est nommée ministre de la Justice. Elle remplace François Bayrou, démissionnaire. Florence Parly devient ministre des Armées, à la place de Sylvie Goulard, elle aussi démissionnaire. Nathalie Loiseau conduira les affaires européennes et remplace à ce poste Marielle de Sarnez. Gérard Mézard est le nouveau ministre de la Cohésion des Territoires, en lieu et place de Richard Ferrand. Au total, c'est un gouvernement paritaire constitué de 15 femmes et 14 hommes. On y retrouve aussi 15 membres de la société civile et 14 personnalités politiques. Des changements qui devraient absoudre la polémique sur l'intégrité de certains ministres, rattrapés par les affaires. Au Royaume-Uni, la reine Elisabeth II s'est fait le porte-voix de Theresa May mercredi devant le Parlement britannique. Comme le veut la tradition, c'est elle qui a lu la politique du gouvernement, un texte dont l'essentiel repose sur la sortie de l'Union européenne. La souveraine britannique assure que le gouvernement travaille à construire le consensus le plus large sur l'avenir du pays hors de Bruxelles. Mais au-delà de son discours, son chapeau qui fait écho au drapeau européen passionne autant qu'il intrigue. La presse britannique y voit une façon de contourner son devoir de neutralité politique pour laisser transparaître une inclination paradoxale à l'Europe. Un signal qui se traduit par la souplesse des premières mesures de sortie de l'Union, présentées jeudi par Theresa May lors du Conseil européen à Bruxelles. La Première ministre assure par exemple que les Européens vivant au Royaume-Uni n'auront pas à quitter le pays, il leur suffira simplement de régulariser leur statut. Au Portugal, les pompiers en passent de prendre le dessus sur l'arrogance des flammes. Les soldats du feu sont parvenus jeudi matin à stopper la progression du brasier qui fait rage dans la commune de Goiás, au centre du Portugal, depuis samedi. Mercredi, l'immense incendie meurtrier de Pedro Gao Grande, plus au sud, est également maîtrisé. Près de 2400 pompiers au total sont restés mobilisés pour venir à bout de ces deux incendies. Cependant, le bilan est alarmant. La furie des flammes a ravagé 30 000 hectares de forêt et fait 64 morts et 204 blessés. Quant aux origines de ces incendies, la piste criminelle est écartée après que la police judiciaire a trouvé un arbre frappé par la foudre. En Somalie, les Chebabs ont encore dicté leur loi. Un commando constitué de 6 personnes a attaqué 2 restaurants dans la capitale Mogadiscio. Bilan de cet attentat, une vingtaine de personnes ont trouvé la mort. L'Afrique qui bouge, c'est une mouture d'Alain Patrick Fouda. En République démocratique du Congo, il n'y aura pas d'enquête internationale de l'ONU sur les crimes commis dans les régions du Kasaï. En revanche, le Conseil de sécurité demande une enquête impliquant des experts internationaux et nationaux sur des violations des droits de l'homme et sur les violations du droit international humanitaire dans ces régions. Quant aux autorités congolaises, elles devront coopérer avec les experts qui se chargeront à leur tour de veiller à ce que les auteurs des crimes soient jugés par la justice congolaise. Cette résolution adoptée à l'ONU hier vendredi vient dissiper les tensions entre l'ONU et Kinshasa sur la situation dans le Grand Kasaï, une région en proie à des violences inouïes depuis septembre 2016. L'économie sud-africaine en passe de sortir de la récession dans laquelle elle a plongé début juin.
L'annonce a été faite par le président Jacob Zuma jeudi devant le Parlement. Une bonne nouvelle qui ressuscite l'espoir en faveur de l'économie la plus industrialisée d'Afrique, en difficulté depuis le début de l'année. Toutefois, Jacob Zuma aura du mal à en faire un argument politique. Ce jeudi même, la Cour constitutionnelle a autorisé le vote secret d'une motion de défiance engagée contre lui par le Parlement. Bien que n'ayant pas la majorité au sein de l'hémicycle, l'opposition croit pouvoir retourner plusieurs députés de l'ANC contre le président. Fragilisé depuis des mois par des scandales financiers, l'avenir politique de Jacob Zuma est donc, une fois de plus, précaire. La déroute des vieux partis politiques et le fort taux d'abstention aux différentes élections en France suscitent de nombreuses interrogations. Le regard de Germain Alougou Mani. Il s'agit pour moi d'une nouvelle manière de faire de la politique. Les vieux partis piquent peut-être du nez, mais ils ne disparaissent pas. Il est même très précoce de dire que nous assistons à une disparition des partis. Peut-être les clivages vont devenir moins étanches qu'auparavant, mais on peut comprendre que la France avait besoin de se renouveler. C'est un cycle politique qui s'achève. Un autre s'ouvre. C'est vrai que nous demeurons dans la Ve République, mais le mouvement La République en marche est venu insuffler une nouvelle dynamique et le peuple français est en train d'adhérer massivement à cette dynamique-là. La raison peut aussi être qu'à l'intérieur des partis qu'on appelle des partis classiques, il y a peut-être une dilution idéologique ou alors une perte de vitesse au niveau de l'idéologie, ce qui fait que certaines figures un peu iconoclastes à l'intérieur de ces partis-là ont décidé de claquer la porte. Vous avez vu Jean-Luc Mélenchon qui est parti du Parti socialiste et qui a fondé un mouvement qui, lui, aujourd'hui, prend de l'ampleur en France. Même en Grande-Bretagne, vous voyez la même chose au sein du Labour, ou Corbyn, qui a maintes fois fait des motions contre les dirigeants de son parti, revenir de manière très forte sur la scène politique. Donc, il ne s'agit pas de la fin de ces partis. Ils ont peut-être atteint une fin de cycle, on pourrait dire l'essoufflement, mais je crois que ces partis restent. Par exemple, le Parti socialiste revendique un congrès au mois de décembre pour essayer de reconstruire la base idéologique qui a toujours été la sienne. Donc je ne peux pas dire, je ne peux pas prendre sur moi de dire que c'est la fin de ces partis. C'est peut-être une nouvelle façon de faire la politique. Il y a quelques jours, 14 groupes armés actifs en RCA étaient en conclave pour la 5e fois dans le cadre des discussions sur le désarmement. La participation pour la première fois du représentant d'Abdoulaye Meskine du Front démocratique du peuple centrafricain a suscité un espoir, un pas vers un avenir meilleur a certainement été franchi. Mais comment expliquer les récentes violences du mois de février dernier qui ont fait 88 000 déplacés? La question, nous allons la poser à notre invité, Dr Henri Teko, sociologue et enseignant à l'Université de Yaoundé 2. Bonjour, docteur. Bonjour. Avec vous, nous allons voir pourquoi est-ce qu'en RCA, c'est un coup, le sourire, très souvent, les pleurs. Donc, nous allons évoquer quelques étapes qui ont abouti à l'actuel gouvernement en place. Déjà, l'intervention de l'armée française, l'opération Sangaris, la MISCA et la MINUSCA, qui ont débouché sur un gouvernement de transition. Ensuite, l'actuel gouvernement, on a cru à un moment donné que justement ces étapes-là tournaient définitivement la page aux violences extrêmes en RCA. Il faut juste dire qu'avec toutes les initiatives qui ont été prises jusqu'à présent, il est encore très tôt pour faire un bilan. Parce qu'une guerre, ce n'est pas seulement un État qui est fragilisé, mais c'est aussi des individus qui sont détruits. On parle de près de 800 000 déplacés. On parle d'un pays qui est presque à terre.
lorsqu'on sort un peu de Bangui, on se rend compte que l'arrière-pays est dans une situation extrêmement difficile. On parle des groupes armés qui continuent à perpétrer des attentats, à perpétrer des actes ignobles. Donc, on parle d'un pays qu'il faut reconstruire, on parle des citoyens qu'il faut reconstruire. À vous écouter, on a comme l'impression que les défis sont énormes et qu'il sera très difficile de sortir la RCA des abysses du sous-développement. Justement, des abysses du sous-développement. Vous savez, à la sortie de la rencontre, dans le cadre du plan désarmement, démobilisation et réinsertion. La toute dernière rencontre. La toute dernière, l'un des responsables du Front populaire pour la renaissance de Centrafrique a dit qu'il faut plus de projets de développement pour les zones du Nord. Ça veut dire qu'en réalité, il y a un réel problème de développement dans ce pays. C'est un pays à rebâtir, comme je l'ai dit, c'est-à-dire le peu d'infrastructures qu'il y avait a été détruit pendant la guerre. Il y a encore beaucoup de travail à faire et avec le temps, ça pourra certainement aller si les uns et les autres s'impliquent de manière efficace. Le programme DDR que vous avez évoqué tout à l'heure fait partie des solutions à court terme. Et justement, à l'occasion de la 5e rencontre, on a également entendu dire que ce programme avait pris un coup sérieux avec les attaques de mai dernier. Justement, il faut préciser qu'avec ce programme, nous sommes appelés à la table que les groupes qui sont connus. Or, il faut relever qu'en Centrafrique aujourd'hui, il y a plusieurs groupes qui ne sont pas connus, mais qui continuent à s'aimer la violence et qui souvent se cachent derrière des prétextes tels que l'appartenance religieuse, des prétextes tels que l'ethnie et ainsi de suite. Donc, il est important de préciser que la Centrafrique aujourd'hui est meurtrie, ensanglantée par des individus qui ne sont pas toujours connus. Or, dans le cadre du plan DDR, il était plus question d'appeler à la table ceux qui sont connus. Maintenant, il y en a qui sont dans la clandestinité, il y en a qui profitent de cette situation pour continuer à maintenir leur privilège, à s'aimer la terreur, pour maintenir leur privilège, parce que c'est de ça qu'il est question, pour maintenir leur privilège en s'aimant la terreur et en réglant des comptes aussi. Voilà. Lorsque vous évoquez justement les privilèges, ça signifie qu'il y a pas mal de seigneurs de la guerre en RCA qui ne souhaiteraient pas justement céder leur espace? Oui, un seigneur de la guerre, par nature, n'a pas vocation à faire partie de l'institution. Par nature, c'est un rebelle. C'est quelqu'un qui s'oppose à la légalité constitutionnelle et qui profite justement du flou et du chaos pour s'aimer la terreur. Étant entendu qu'il s'agit souvent des individus qui n'ont pas un background politique, il s'agit des individus qui souvent sortent de nulle part. Mais qui ont quand même une certaine notoriété justement, au niveau local. Justement, qui souvent sortent de nulle part et qui bénéficient souvent de ce qu'on pourrait appeler une autorité charismatique. Là, on peut citer le cas de Joseph Kony, qui est l'un des principaux responsables de l'armée de résistance du Seigneur, qui a beaucoup sévi en Ouganda et qui, selon certaines informations, serait aujourd'hui en Centrafrique. Donc, vous voyez que c'est des individus qui jouissent d'une certaine autorité charismatique et qui, du fait de cette autorité, fédèrent autour d'eux des individus qui les suivent comme des fanatiques. Comment justement comprendre que Joseph Kony, qui est localisé en RCA, ne soit pas arrêté jusqu'alors, alors qu'on sait qu'il est recherché par la justice internationale? Oui, il y a de cela quelques mois, on a appris que l'un des membres du même groupe avait été arrêté et on se disait que la suite logique devrait être l'arrestation de ce chef. Mais il faut dire qu'ils ont des techniques de déplacement assez sophistiquées. Et lorsqu'un individu jouit d'une autorité charismatique, vous savez, certains le décrivent comme un chef mystique et sanguinaire. Donc il y a une dimension mystique là-dedans, il y a une dimension ésotérique qui fait que il ne suffit pas seulement de mobiliser un commando pour aller se saisir de lui, mais il y a d'autres éléments qui rentrent en compte puisque les populations qui sont d'accord avec lui ou qui partagent ses convictions ne seraient pas prêtes à le dénoncer, par exemple.
C'est quand même assez dommage. On constate un retour à la légalité constitutionnelle, mais la situation sur le plan sécuritaire en RCA reste très préoccupante. Il y a une cour pénale spéciale qui sera bientôt fonctionnelle pour juger les droits de l'homme. Mais ils sont nombreux déjà à penser qu'au lieu d'une cour spéciale pour juger les droits de l'homme, on aurait peut-être penser à une justice transactionnelle. Bon, un peu comme cela a été le cas dans d'autres pays. Mais il faut dire qu'on ne peut pas reconstruire un pays sans la justice. Même si à un moment donné, on peut pardonner, on peut tolérer, il faut que des coupables soient punis. Même au Rwanda, on sait que aujourd'hui, les populations arrivent à cohabiter ensemble, mais il y a tout de même eu une justice qui a permis d'établir les responsabilités. Il faut que la vérité soit faite. Il faut que lumière soit faite sur tout ce qui a été perpétré comme violence afin que les coupables soient sanctionnés. Seule la vérité pourra permettre de panser les blessures et d'amener les uns et les autres à prendre conscience qu'ils doivent désormais vivre ensemble pour que plus jamais, et vraiment plus jamais, cela ne se reproduise. Donc pour vous, cette cour spéciale serait un outil de paix et de réconciliation en RCA? Pas forcément de paix et de réconciliation. Il faut d'abord préciser qu'il s'agit d'une juridiction qui sera constituée des magistrats centrafricains et étrangers. Donc c'est un peu comme une juridiction mixte, avec des magistrats mixtes. Et qui sont d'ailleurs connus. Qui sont connus. Et l'objectif, ce n'est pas forcément de sanctionner pour sanctionner. Mais l'objectif, comme je l'ai dit, c'est de mettre au jour la vérité. Parce que seule la vérité peut permettre d'établir les responsabilités, comme je l'ai dit, et de pouvoir tirer les leçons. Parce qu'une fois qu'on sait qui a fait quoi, on peut, à partir de ce moment-là, tirer les leçons et prendre des mesures pour que cela ne se reproduise plus. Comment comprendre que dans un pays où on parle une seule langue et qu'il existe même un lien de sang, autant d'éléments qui devaient pouvoir faciliter une réconciliation de la population? Je pense qu'il faut relativiser. Même si le sango, c'est la langue la plus parlée, il existe plusieurs autres langues, environ 92 autres langues qui sont parlées sur le territoire. Et il faut préciser qu'il s'agit d'un territoire qui a une superficie de 622 984 km². Ce n'est pas un petit territoire. Pour une population d'à peine 4 700 000 habitants. Vous voyez que c'est un pays, un territoire qui est vaste et qui a des frontières avec des pays qui ne sont pas véritablement stables. Vous avez de l'autre côté la RDC, vous avez le Soudan du Sud, c'est-à-dire que les frontières sont difficiles à maîtriser. Et du fait de cette difficulté, le pays se retrouve donc influencé et influençable par toutes les forces extérieures qui peuvent s'infiltrer pour, à un moment donné, renverser le cours de l'histoire et redéfinir de nouvelles trajectoires. Mais ce n'est pas le seul pays à être vaste. Peut-être qu'au niveau de la population, ce n'est pas autant qu'en RDC, mais quand même, en RDC, la population observe des moments de repli. Oui, on ne peut pas comparer avec la RDC parce que la Centrafrique a toute une histoire de coup d'État, toute une histoire de frustration, toute une histoire d'injustice, toute une histoire de discrimination. Discrimination, c'est-à-dire que tous les individus n'ont pas toujours eu la même chance de participer à la gestion du pays, c'est ce que je veux dire. Et cela a donc entraîné ce qu'on peut constater aujourd'hui, parce qu'en même temps, il faut rappeler que c'est un pays qui a beaucoup et qui continue à beaucoup connaître la pauvreté, malgré toutes les richesses du sous-sol, ainsi de suite. C'est un pays qui connaît la pauvreté. Et ce pays, comme je l'ai dit, est à construire. Et le fait qu'une seule langue soit parlée n'est pas la garantie d'un vivre ensemble. La langue à elle seule ne garantit pas le vivre ensemble puisque les fractures sont très intenses, sont très profondes, les douleurs sont là, les frustrations sont là. Et tant qu'on ne pourra pas poser les vraies questions sur la table... Et quelles sont les vraies questions pour vous? La question du développement. La question du développement. Investir sur l'homme. Oui, la question du développement qui, dans ce pays, renvoie construire plutôt... des infrastructures de base. Oui, la question du développement qui, dans ce pays, renvoie plutôt au problème du mal-développement. Voilà. Donc, vous avez une Centrafrique d'hommes bien et une Centrafrique d'hommes qui souffrent. Donc, c'est ça le mal-développement. Et cela crée des injustices
qui à un moment donné vont exaspérer les populations et les amener à s'énerver sous des formes de violence telles qu'on a pu le connaître dans ce pays-là. À y regarder de près, est-ce que cela signifie qu'on assiste à une crise plus politique que religieuse? Bon, je dirais plutôt que c'est une crise tout simplement. On a une instrumentalisation du religieux, une instrumentalisation du politique. Donc, on ne peut pas réduire cette crise seulement à la dimension religieuse parce que le prétexte religieux qu'on avance et qui est malheureusement admis par plusieurs observateurs est un prétexte qu'il faut re-questionner, remettre en question. Pour revenir aux dernières attaques qui ont eu lieu à l'est de la RCA, il y a le témoignage de l'évêque de la zone, Monseigneur Juan José Aguirre, qui explique qu'il a essayé de prendre la défense de l'imam, mais les assaillants ont insisté, ils ont abattu l'imam devant lui. Vous voyez que si c'était une guerre religieuse, ils auraient dû peut-être écouter la voix de l'évêque, qui est quand même une autorité. Et donc vous voyez que derrière tout ça... De plus en plus, dans les religions, il y a une poussée des extrêmes. Quand même. Justement, donc il faut relativiser ces notions et ne plus concevoir la question religieuse en termes d'interreligieux, mais aussi en termes d'intra-religiosité, puisqu'à l'intérieur d'une même religion, il peut y avoir des tendances souvent extrémistes, souvent radicalistes, qui font qu'il faut véritablement déconstruire le concept même de guerre religieuse. Il y en a qui voient derrière cette crise une main invisible des pays dits développés à cause de la richesse du sous-sol de la RCA et qui ne souhaiteraient pas voir ce pays un jour se développer. Bon, on peut bien comprendre qu'un pays qui dispose d'autant de richesses attise autant de convoitises. Cela va de soi, cela ne pose pas de problème. Mais ce qu'il faut questionner, c'est plutôt le fait que ce pays se rende disponible à une telle exploitation, à de telles guerres. C'est-à-dire qu'il faut plutôt interroger la responsabilité du peuple des Centrafricains ou des dirigeants ou des responsables ou de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, encouragent cela. Parce qu'on peut bien accuser les puissances occidentales qui sont là pour s'enrichir. On ne peut pas leur reprocher cela. Elles sont là pour s'enrichir. Elles sont là pour à la recherche d'une certaine puissance. Mais est-ce que vous ne pensez pas que la notion de rapport de force pourrait faire en sorte que même si on questionne le peuple ou alors des Centrafricains qui sont là, qui encouragent ces pays dits développés à s'installer en Afrique, est-ce que vous ne pensez pas que justement cette notion de rapport de force pourrait faire en sorte que même si on en vient à savoir pourquoi ceux qui sont à l'intérieur le font, on ne pourra pas véritablement inverser la vapeur. Cela signifie qu'il est très très difficile pour ce pays-là de faire par exemple ce que le Rwanda a fait aujourd'hui. Bon, pour le cas spécifique de la Centrafrique, vous savez, c'est un pays où le taux de scolarisation n'est pas très élevé. Lorsque vous suivez les images qui circulent de ces jeunes qui sont armés de machettes, de couteaux et qui posent tous ces actes de violence. Vous comprenez que véritablement il y a un problème d'éducation. C'est d'abord à la base un problème d'éducation. Il s'agit d'une population qui n'est pas éduquée. Des écoles, justement. des hôpitaux. Voilà. Et lorsque les individus ne sont pas éduqués et qu'ils n'ont pas conscience des enjeux de leur vie et de leur avenir et des enjeux de l'avenir de leur pays, ils sont donc vulnérables à toutes les influences possibles qui peuvent être non seulement internes, mais aussi externes. Mais pour faire tout cela, pour construire des infrastructures de base, il faut de l'argent. Et en RCA aujourd'hui, on a comme l'impression que c'est un bien qui n'est pas très visible ou alors l'argent n'est pas très visible. Est-ce que la RCA n'a pas véritablement besoin de l'extérieur, d'un plan Marshall pour redémarrer son économie? Pour le moment, par exemple, on sait que le plan désarmement, démobilisation et réinsertion est financé à hauteur de 45 millions de dollars par la Banque mondiale, l'Union européenne et puis l'État qui y a mis de ses moyens aussi. Mais il faut déplacer le débat de l'insuffisance des finances vers le débat sur la société qu'il faut reconstruire. Ce n'est pas aujourd'hui un problème d'argent qui se pose en Centrafrique.
Ce n'est pas un problème d'argent qui se pose. Quand vous voyez le nombre de réfugiés qui se sont déplacés, même si vous mobilisez tout l'argent du monde pour ce pays, on ne pourra pas facilement résoudre le problème. Donc il est question de reconstruire cette société, de redéfinir le contrat social qui pourra amener les uns et les autres à sentir qu'ils font partie d'une même société. Parlons justement de cet argent qui se raréfie ou alors qui existe ou qui ne poserait pas problème, mais on a quand même eu l'impression on n'a même pas eu l'impression, les donateurs, il y a eu plusieurs conférences qui ont eu lieu pour récolter quelques fonds. Jusqu'ici, on a du mal à voir des donateurs justement prêts à voler au secours de la RCA. Comment cela peut se justifier? Bien, il faut d'abord dire que c'est une guerre qui, jusqu'à présent, reste complexe. C'est-à-dire, on n'arrive pas à identifier les principaux acteurs, on n'arrive pas à identifier les principaux enjeux et on n'arrive pas à identifier les principales forces en opposition. Ce qui fait que chaque donateur est un peu prudent, malgré l'effort immense que l'actuel président abat avec son gouvernement. Ça, il faut le dire. Il est véritablement engagé dans cette démarche qui consiste à mobiliser des fonds pour reconstruire son pays. Il a cette volonté, mais il y a cette méfiance, cette prudence des puissances étrangers ou des donateurs qui sont même déjà accusés de complicité dans le conflit qui a lieu dans ce pays. Donc, il faut relativiser leur méfiance et chercher plutôt à développer davantage de stratégies de communication pour les amener à comprendre l'intérêt qu'il y a à soutenir ce pays. Voilà. Il ne s'agit pas seulement d'un pays à soutenir, mais d'une sous-région qu'il faut soutenir. Parce que la RCA à plusieurs frontières avec d'autres pays. Et donc, soutenir la RCA, c'est soutenir la sous-région, c'est soutenir l'Afrique. En fait, c'est s'engager pour l'humanité tout simplement. Vous qui êtes sociologue, est-ce que vous pensez que la crise centrafricaine, la solution serait endogène ou exogène? Ou alors? Bon, je dirais plutôt endo-exogène. C'est-à-dire qu'il faut non seulement mobiliser toutes les forces et les ressources dont on dispose au niveau interne, mais aussi mobiliser les ressources dont on pourrait disposer à l'extérieur. La RCA, c'est un pays qui entretient des relations avec plusieurs pays. La RCA a plusieurs pays amis et c'est le moment pour ces pays amis de manifester leur amitié en apportant leur soutien à ce pays. Ce que le Cameroun fait déjà en accueillant les réfugiés de manière naturelle et de manière exemplaire. Donc, que d'autres pays fassent de même, on pourra, avec les apports des uns et des autres, contribuer à relever ce pays qui a tant besoin de tous les Africains et finalement de toute l'humanité. Et en interne, que pourrait faire davantage ce gouvernement qui se déploie déjà pour faire entendre sa voix? Déjà, la démarche d'ouverture que le gouvernement adopte est une démarche à saluer. C'est-à-dire qu'il faut écouter tout le monde, il faut convier toutes les forces vives, que ce soit les ONG, les partis de l'opposition, les groupes armés et autres, afin que les uns et les autres puissent apporter leur contribution. Je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement à lui seul ne peut rien faire. Et c'est certainement ce que ce gouvernement a compris en lançant différentes initiatives. Il n'y a pas seulement le DDRE, il y a plusieurs autres initiatives. Et maintenant, tout dépendra de la volonté des autres à vouloir s'impliquer dans ce défi qui s'impose désormais à tous les acteurs de la Centrafrique et à tous ceux qui aiment la Centrafrique, à savoir reconstruire ce pays pour que ce pays puisse véritablement jouir de ses ressources et se lancer sur le chemin du développement et de l'épanouissement de ses citoyens. Vivement que la RCA retrouve le chemin du développement. Docteur Henri Teko, merci pour votre disponibilité et je rappelle aux téléspectateurs que le docteur est sociologue et enseignant à l'Université de Yaoundé 1. Je vous en prie. Fin de cette édition d'un tour dans le monde. Merci à vous de l'avoir regardé. Prenons rendez-vous samedi prochain lorsqu'il sera 12h30 sur la CRTV. D'ici là,
Portez-vous bien et à samedi. Excellent week-end à tous.